Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. Alors aujourd'hui je reçois Carl Pineau, le plus fidèle de nos auteurs, puisque ça fait la 5e fois, Carl, que je te reçois. Absolument. Voilà, je t'avais reçu il y a 4 ans pour le premier volume de tes Nuits nantaises, donc, qui s'appelait L'Arménien et qui a été réédité en 2019 par les éditions La Joanie. Et je te reçois aujourd'hui pour parler du 4e roman de cette série des Nuits nantaises, donc qui devient du coup une tétralogie. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu le personnage de Greg Brandt à travers tes 4 romans? Alors, Greg Brandt apparaît dans les 4 romans. Il n'est pas toujours narrateur du roman. Dans le premier qui est paru, L'Arménien, qui se passe dans les années 80, il est assez en retrait parce qu'il y a 2 narrateurs, Bertrand, un coiffeur, un peu voyou, meilleur ami de la victime, et Françoise, la psy qui le suivait. Il réapparaît dans le Sicilien dans les années 90, il n'est toujours pas narrateur puisque le narrateur, c'est le Sicilien, c'est le principal suspect du meurtre d'une jeune femme d'origine albanaise. On le retrouve dans la chronologie de mon écriture, on le retrouve dans les années 2000, dans le Nantais, et là il est narrateur, et il est au bout de sa carrière. Il est même en retraite, et il va reprendre du collier pour résoudre le meurtre d'une jeune policière sur fond de trafic de drogue. Mon dernier, voilà, qui est finalement le premier, Greg Brandt, eh bien, on le ramène dans les années 70, jeune, quand il arrive à Nantes. Et là, on est sur une autre époque, puisque c'est l'époque des braqueurs. Voilà, c'est une autre époque. Alors, en quoi c'était important pour toi de parler de ce personnage au tout début de sa carrière ? Alors en fait, ça répondait à 2 demandes. La première n'était pas vraiment de moi, c'est qu'à la fin du Nantais, j'ai eu énormément de retours des lecteurs qui me disaient, écoutez, votre personnage, on s'est vraiment attaché à lui, il a une sagesse et on a du mal à le quitter. Et puis il faut reconnaître que moi aussi j'avais du mal à quitter ce personnage. Maintenant, dans le Nantais, il est au bout de sa carrière, il est en retraite, et puis difficile de prolonger le personnage. Par contre, il y avait un intérêt de le ramener dans les années 70 pour savoir comment est-ce qu'il était quand il était jeune, finalement, le grand écart psychologique de ce personnage. Après, ce qu'il fallait purger, c'est est-ce que ça avait d'intérêt d'un point de vue sociétal? Est-ce que une photo des années 70 était finalement assez différente des années 80? Et il s'est avéré assez rapidement, quand j'ai rencontré des policiers, des gens de l'époque, et lu des articles de journaux, que ça avait un intérêt parce que la société était complètement différente, et en termes de délinquance, et en termes de société elle-même. Les gens fument dans les voitures. C'est une ambiance particulière qui s'est éteinte, même si on a une grande liberté dans les années 80, mais ça s'est un peu éteint dans les années 80. Et puis on parle vraiment d'une autre police. Là, la police des années 70 n'a absolument rien à voir. La délinquance n'a rien à voir, mais la police non plus n'a rien à voir avec celle des années 2000. Alors justement, j'allais te demander si en fait le thème du grand banditisme, c'était forcément une évidence pour situer ce roman dans les années 70. Est-ce qu'à Nantes, c'était vraiment en fait... Alors c'est une évidence, oui. Une fois qu'on veut s'attaquer à une période, on se renseigne. Et puis bon, j'ai quand même connu moi la fin des années 70 et les années 80, ils étaient encore un peu là. Donc oui, il y a eu un milieu, ce qu'on appelait un milieu nantais. Mais encore une fois, mes romans sont toujours emblématiques. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Nantes, c'est passé à Marseille, c'est passé à Lyon, c'est passé à Strasbourg, c'est passé à Paris. Cette évolution de ceux qu'on appelait les hommes du milieu, qui étaient en général beaucoup plus des braqueurs que des trafiquants. C'est pas des gens qui faisaient beaucoup de trafic au départ, en tout cas, pas dans les années 70. Mais c'était plus des gens, des anciens militaires, des gens qui avaient fait l'Algérie, et c'était des braqueurs. Et si on veut parler de l'époque, on est obligé de parler d'eux. Nantes avait un milieu. Alors évidemment, mes personnages sont une nouvelle fois symboliques. Personne ne doit identifier quelqu'un en particulier, mais ils représentent cette époque où la délinquance était tenue par quelques personnes, et puis qui tenaient aussi bien les bars des filles, et puis le milieu, et puis qui faisaient les braquages, parce que c'était surtout ça qu'ils savaient faire, quoi. Alors, quelle est la part de réalité et de fiction dans ton roman ? Alors comme toujours, on est très proche de la réalité, mais avec des personnages de fiction. Dans celui-ci, eh bien, tous les braquages que je cite sont vrais. C'est-à-dire que je pars du réel. Les braquages sont vrais. J'ai une nouvelle fois relu tous les articles de journaux qui, grâce à tous les gangsters que tu cites, et il y en a... Les gangsters sont inventés. C'est-à-dire que là encore, je pars du vrai. Le fond des braquages sont vrais, même le type d'arme, la façon dont ça s'est passé, dans la façon dont ça s'est déroulé. Par contre, je fais toujours attention à ce
que mes protagonistes ne puissent pas être reconnus, parce que c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, on est dans le roman. Donc après, c'est d'avoir une typologie de personnage. Donc j'ai une typologie du personnage du braqueur, qui est un ancien de l'Algérie, comme il y en a eu beaucoup dans le monde du milieu, et qui va se battre contre d'autres gangs du milieu, mais personne ne peut dire ça c'est un tel ou ça c'est un tel. C'est là qu'on bascule dans l'imaginaire, de la même façon que certains policiers que rencontre Greg, qu'on va retrouver après d'ailleurs, mais qui sont au début de leur carrière, eh ben, personne ne peut dire c'est un tel, mais ils représentent une partie de la police de l'époque qui était évidemment très différente de celle des années 2000. Tu l'as vu, on parle d'un Waldeck où on a un bar ouvert 24 heures sur 24. Oui, oui. C'est le premier débit de boisson de la ville de Nantes. Donc évidemment, ça, on regarde ça avec notre œil d'aujourd'hui, on se dit, bah non, c'est que ça paraît quand même complètement étonnant. C'est ce qui en donne l'intérêt aussi, puis le croustillant finalement du roman par certains côtés. Mais c'est parce que c'était l'époque. Il n'y a pas un regard critique à poser, il y a juste à faire une photo comme ça et dire voilà, à cette époque-là, c'était comme ça. On picolait, tout le monde picolait. Les gens fumaient dans leur voiture. Les cendriers étaient pleins, on les vidait sur le trottoir. Et puis, quand on travaillait en discothèque, si on avait un copain policier à 4h du matin, on pouvait aller boire un coup à Waldeck. C'était comme ça. Donc c'est sympa quand même de retrouver cette ambiance, de la décrire. Maintenant, personne ne peut dire ça c'est un tel ou j'ai reconnu quelqu'un. Alors, on sait que tu es quelqu'un qui te documente beaucoup pour écrire tes romans. Oui. Comment est-ce que tu as travaillé à l'élaboration de Greg Brandt ? Alors Greg Brandt, très sincèrement, j'ai eu vraiment deux pistes pour le travailler. La première, une nouvelle fois, un de mes amis journalistes m'a envoyé tous les articles de journaux sur le braquage. Donc ça, je les ai tous lus. J'ai tous annoté, tout ce qui pouvait servir l'intrigue. La deuxième, j'ai relu des romans sur des livres de journalistes sur le grand banditisme de l'époque. Aussi bien à Marseille, Bandits de Marseille, voilà, des romans qui vont caractériser la typologie des personnages, croquer des petits détails qui ancrent le récit dans la réalité. Et puis j'ai retrouvé des copains policiers que je connaissais dans les années 80. Évidemment, maintenant ils sont en retraite, et donc on a passé du temps ensemble. Et puis ils m'ont parlé de leur métier à l'époque, quoi, sans filtre. Parce que maintenant, quand on est en retraite, il y a des choses qu'on pouvait pas forcément dire, puis qu'on peut dire maintenant. Et c'est ce qui nourrit le livre. Et je pense que c'est ce qui en fait aussi quelque chose quand même d'ancré, où de temps en temps on se dit mais non, c'est pas possible, c'était pas comme ça. Et si, c'était comme ça. Donc il n'y a eu aucune langue de bois, pas de secret. Non, non, voilà. Non. Puis finalement, c'est fait avec quand on a ce regard de se dire. C'est une époque, il faut la regarder non pas à l'aune de ce qu'on est aujourd'hui, mais à l'aune de ce que c'était. C'était comme ça. Et chacun faisait avec. On peut pas. Les gens peuvent pas se sortir d'une époque. Un policier, il peut pas se sortir d'une époque. Quand les gens, la mode est à boire et à fumer dans les voitures, pourquoi le policier, comment pourrait-il être différemment ? Faut se rappeler aussi que c'est une époque où la science a quand même beaucoup amené. Ça, on s'en rend compte dans le Sicilien, dans mon troisième opus. L'ADN a changé le métier. L'ADN chez les policiers, ça a permis quand même de lever beaucoup d'enquête. Là, à cette époque-là, il n'y a pas d'ADN. Ça veut dire que les policiers, ils ne font pas le même travail. Leur travail, c'est un travail d'enquêteur de terrain. Et puis, dans le milieu, ils sont obligés d'aller fouiller les arcanes de la nuit parce que c'est là qu'ils vont rencontrer des gens, essayer d'avoir des indices, essayer d'avoir des infos. C'est comme ça qu'ils font les affaires. S'ils sortent pas le soir, s'ils font pas tout ce travail de fond, et s'ils n'ont pas la typologie aussi de personnes humaines pour le faire, ils n'auraient pas levé des affaires, donc c'est normal qu'ils aient travaillé comme ça. Donc quand ils le racontent, c'est tout naturellement, et puis faut le prendre comme c'est, comme une police de l'époque, avec ses belles qualités, avec ses travers, mais qui sont aussi les travers de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de l'évolution de Nantes depuis ton premier volume, l'Arménien, jusqu'à Greg Brandt en fait? Comment a évolué Nantes entre les années 70 et les années 2000 ? Alors, des années 70, on peut retenir quand même que c'est l'époque où il y avait encore les dockers sur le quai de la Fosse, qu'il y avait encore des bars. Et ça, c'est vraiment ce que je crois qu'on peut retenir. Donc, toute une vie qui a disparu. La vie du quai de la Fosse a disparu. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est l'évolution. Après, on a eu les sociétés d'intérim, mais tout ça, cette vie-là, cette partie de la ville, elle s'est éteinte. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut retenir des années 70. Des années 80, on peut se rappeler quand même cette liberté de tous les petits clubs nocturnes qui, eux, ont aussi
pour la plupart disparu au profit de grosses discothèques ou de bars. Et puis les années 80, c'est les années de liberté. D'un point de vue sociétal, les gens me le disent souvent en dédicace, c'était une époque où on pouvait traverser la ville de Nantes à 4 heures du matin, les mains dans les poches. Une femme pouvait traverser la ville de Nantes c'est plus le cas. en ayant un peu bu. Et il n'y avait pas d'agression gratuite. Il y avait de la violence. Je le décris dans mes livres. La violence du grand banditisme était là, entre eux. Et il n'y avait pas d'agression gratuite. Il n'y avait pas une violence diffuse. Donc ça, on peut le retenir aussi en termes d'évolution. Ça commence à basculer dans les années 90. Je parle aussi de l'arrivée des gens des pays de l'Est à partir de la chute du mur de Berlin et de l'ouverture de l'Europe. Ça, c'est une vraie modification aussi. Donc j'en parle dans le Sicilien. Et puis à partir des années 2000, la reprise en main des trafics par les banlieues qui s'est continuée, qui s'est prolongée aujourd'hui avec des ramifications maintenant qui sont même internationales. J'en parlerai sans doute dans un de mes romans un jour, à Nuit Nantaise des années 2010 ou 2020. Eh bien là, évidemment, on a une violence qui est plus importante et les gens se sentent moins en sécurité. Et je pense qu'ils le sont moins aussi. C'est-à-dire que maintenant, traverser la ville de Nantes à 4 heures du matin, c'est pas la même chose, quoi. Donc ça, je pense qu'on peut le retenir aussi. Cette évolution de la ville de Nantes, je crois qu'on la voit bien à travers les quatre opus là, des Nantaises. Alors, d'après ce que j'ai compris, le cordon ne va pas être coupé entre toi et Greg Brandt. Alors, entre moi et Greg Brandt, entre le lecteur, parce que c'est ça qui est le plus important. Un personnage qui meurt, c'est toujours un petit peu difficile. C'est compliqué. Greg Brandt, maintenant, il ne pourra pas être le narrateur d'un récit, parce qu'évidemment, on l'a laissé dans les années 2000, il est à la retraite, donc, mais c'est un personnage auquel je me suis attaché, il s'est attaché, puis à la fin du Nantais, j'ouvre une porte par Loïc, qui a repris, alors oui. Loïc, faut lire les livres pour connaître son parcours, mais il a un parcours passionnant, Loïc, et donc un parcours de vie dur, un parcours de vie dense, et donc lui aussi, il a été finalement élevé par Greg, et il a intégré la police, donc si on doit continuer comme ça, sur ce chemin, c'est le chemin de la transmission aussi. Le passage du flambeau. Le passage du flambeau, ce sera Loïc, mais ça n'empêchera pas Greg, forcément, Greg pourra être là. On ne va pas être en premier en personnage principal, mais il n'a pas toujours été d'ailleurs. Donc, mais l'intérêt, ce sera quand même qu'il soit présent, d'abord d'un point de vue humain, pour le lecteur, pour Loïc aussi, et puis aussi sur Greg, c'est un policier intuitif qui dérogeait aux règles de la science pour sentir qui pouvait être coupable. Et ça, dans la police d'aujourd'hui, qui sera forcément incarnée par Loïc, puisque c'est un jeune policier, elle peut avoir son intérêt sur des récits futurs, quoi. Alors, tu as laissé quelques petits éléments, voilà, qui nous permettent de deviner un petit peu quel sera ton prochain roman. Est-ce que tu peux sur les réseaux sociaux notamment, est-ce que tu peux nous dire un petit peu Alors, le prochain roman à paraître. Ce sera une héroïne, une femme? Oui, alors non, ça c'est pas ça, c'est le roman que j'écris. Mais le prochain roman à paraître, c'est un roman qui se passe au Canada, que j'ai écrit il y a déjà plusieurs années. J'ai vécu 6 ans au Canada, donc ça c'est le prochain qui paraîtra en mai de l'année prochaine et qui, une fois encore, à travers une enquête policière, nous parle de ce qu'est le Québec, de ce qu'est la relation entre la France et le Québec, et puis aussi de la problématique des Amérindiens. Donc ça c'est le prochain qui va paraître sur fond qui est déjà écrit, ouais, il me reste le dernier retravail, la dernière ligne droite du retravail, et c'est sur fond de disparition de jeunes Français à Montréal. Et puis j'ai un narrateur qu'on ne connaît pas pour l'instant, c'est pas un narrateur que j'ai encore utilisé, et qui est installé là-bas, et c'est un ancien policier du 36 quai des Orfèvres, et la sûreté urbaine du Québec va faire appel à lui parce qu'il a un profil un peu profiler, et donc comme c'est des disparitions de Français, on va faire appel à lui. Et à travers le récit, on va faire découvrir ce qu'est le Québec et la relation avec les Français et le destin des Amérindiens et remonter vers le Grand Nord. Voilà, ça c'est pour le prochain à paraître. Maintenant, pour ce que tu me dis des réseaux sociaux, effectivement, je suis en train d'écrire un roman qui sera peut-être même pas celui d'après, mais encore celui d'après, oui. qui se passe aux Philippines. C'est un pays où je suis allé plusieurs fois maintenant, et je fais parler une jeune narratrice qui fut en fuite avec sa fille. Et on va traverser les Philippines du sud vers le nord, vers la cordillère, vers les montagnes, avec une double intrigue. On sait qu'elle fuit, donc on est dans son présent. Elle fuit avec sa fille, on ne sait pas ce qu'elle fuit, donc on suit ce qui lui arrive. Et en même temps, elle nous raconte son enfance,
Et on sait qu'à travers ce récit, on va aller vers la raison pour laquelle elle est en fuite. Donc on a une double intrigue, qu'est-ce qui va lui arriver? Et puis pourquoi est-ce qu'elle fuit? Et ça, c'est forcément inscrit dans son histoire. Mais celui-ci, je suis en train de l'écrire, il ne paraîtra pas avant, à mon avis, 2 ans, 2 ans ou 3 ans. Alors pour terminer, tu es de retour donc en France. Ouais. Si on veut te rencontrer, voilà, pour discuter avec toi, les dédicaces, etc. Tu seras donc au mois d'août à Pornic. Salon du Polar de Pornic. Voilà, 22 Villa le Polar. Voilà, ça c'est rendez-vous incontournable. Voilà. Et je puis, suis vendredi prochain à Paris 10 en dédicace. Et puis je vais faire quelques salons. Je vais faire salon de Perros-Guirec au mois de septembre. Voilà, j'ai quelques salons. Tout ça, on le retrouve facilement sur ma page Facebook, que j'essaye toujours de tenir à jour. Évidemment, j'ai un peu moins de dédicaces cette année parce que j'ai pas de parution nouvelle cet été. J'essaye d'écrire, mais je vais quand même être présent, sur la côte et puis en Bretagne et puis bien sûr le salon du Polar de Pornic fin août à partir du 16. Eh ben, écoute Karl, parce qu'en plus. On a fini l'interview, mais il commence à pleuvoir. On a un temps de Thaïlande. On est super au niveau du timing. Super bien réglé pour que les premières je te remercie beaucoup. Merci voilà. Valérie, et puis je te donne rendez-vous l'année prochaine. Toujours sympa de se retrouver là pour les livres. Merci. Il pleut. Merci.